Salut à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour un nouveau numéro de PL Club. Le week-end de football anglais sera divisé entre la Cup, les quarts de finale et 4 rencontres de Première Ligue. Et c'est celle-là qui nous intéresse dans notre émission. On va faire la préface de 2 matchs quand même très importants, notamment dans la course au top 4, en compagnie de Julien. Salut Julien. Salut Serge, salut à tous. Salut Philippe. Salut Serge. Et Christian qui est là évidemment en distanciel mais qui est toujours fidèle au PL Club. Salut Christian. Salut à tous. Je vous propose de déjà revenir peut-être sur la rencontre qui a eu lieu mercredi soir, que vous avez peut-être vu en direct sur vos Sport World, mais voici les buts de ce match quand même exceptionnel, voire historique. Luton, qui est pour le moment, ou qui était au début de ce match en zone rouge, se déplace à Bournemouth. C'est Chong qui fait 0-1, une première mi-temps incroyable de la part des Hatters. C'est 0-2 par Ogbene à la 31e minute. Et Luton va même marquer un 3e but en première période. C'est dans le temps additionnel avec l'excellent Ross Barkley. 0-3 à la mi-temps. À ce moment-là, Luton sort de la zone de relégation, revient à la hauteur de Nottingham Forest, mais avec une meilleure différence de but, mais en seconde période. Et ça commence très vite. Et c'était sans doute le scénario idéal pour Bournemouth, puisque Solanke, qui marque beaucoup cette saison, fait 1-3. 12 minutes plus tard, c'est 2-3 avec l'Ukrainien Zabarny. Le ballon a bel et bien passé la ligne de but. 3-3 par Semenyo à la 64e minute. Et Bournemouth ne va pas s'arrêter là. C'est une équipe assez fantasque cette saison, capable du meilleur comme du pire. Et bien dans ce match, c'est vraiment exactement ça. Le pire en deuxième mi-temps, le meilleur en deuxième, parce que Bournemouth va marquer un 4e but. C'est Adams qui fait 4 buts. Non, c'est Semenyo, qui marque le doublé et qui fait 4 buts à 3. Alors figurez-vous qu'en 30 ans de Première Ligue, ce n'est arrivé qu'à 5 reprises. Et ça faisait 21 ans qu'un club anglais n'avait pas fait un déficit de 3 buts, n'était pas mené 3-0 ou 0-3 pour gagner. Incroyable. Ouais, c'est incroyable. C'est surtout très dommage pour Luton parce que chaque semaine, on se dit ils présentent du bon football. Alors parfois, ça ne fonctionne pas contre des équipes du top. Ici, un football généreux. Généreux, voilà, qu'on aime voir aussi et qu'on aime commenter d'ailleurs. Là, c'est vraiment dommage parce que mener 0-3. Après, ils sont entrés sans doute un petit peu trop confiants au vestiaire pour prendre 4 buts en deuxième mi-temps. C'est dur. Il y a des basiques quand même en Première Ligue. On ne peut pas concéder 4 buts en une mi-temps. On peut pas résister à ça. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont enthousiastes et c'est ce qu'on dit souvent par rapport à Burnley, par exemple. Il y a cette envie toujours d'aller marquer un but de plus que l'adversaire et ça, c'est quand même beau. Alors Bournemouth, normalement, est sauvé grâce à cette victoire. On continuera à suivre, évidemment, Luton, puisqu'il leur reste encore 10 journées pour éventuellement se sauver. L'effet marquant, après la 28e journée, vous allez le voir, et c'est récurrent toutes les semaines, on constate qu'on marque toujours autant. 30 buts le week-end dernier, c'est presque faible. Ouais, c'est même faible pour la Première Ligue, dans les standards en tout cas de cette saison, mais on marque plus, et on marque surtout beaucoup plus dans le dernier quart d'heure. 75 buts de plus que la saison passée. Il y a plein de matchs qui basculent dans le temps additionnel ou dans le dernier quart d'heure et dans le temps additionnel. Arsenal et Manchester City sont toujours invaincus. Arsenal, 33 buts marqués en 2024. Même si la dernière victoire a été un petit peu plus compliquée. Sur le buzzer. Voilà, sur le buzzer. Mais ça leur a permis de prendre la première place. Ils ont profité en tout cas de ce match épique entre Liverpool et Manchester City qui ont partagé. Donc pour le moment, Arsenal est leader de cette compétition. Et surtout, Havertz, qui en début de saison, lors de son but au match aller à Brentford, avait amené Arsenal sur la première place. Et là, c'est magnifique quand même, quel clin d'œil. Sur ce coup de tête à la 86e, c'est lui qui ramène Arsenal sur la première place du général. Donc vraiment, Havertz a été fort critiqué. C'est quand même une belle histoire pour lui, que ça soit lui qui les ramène là-haut. 3 équipes à 1 point d'écart, à 10 journées de la fin en tête du championnat. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu quasiment depuis 20 ans, non ? Exactement. Donc ça va être une fin de championnat passionnant. Bon, il n'y aura pas de match avec une des 3 équipes ce week-end, parce qu'il y a notamment encore Manchester City et Liverpool d'ailleurs en Cup. Arsenal est éliminé, donc pourra se reposer. Mais on va s'intéresser à 2 rencontres, en tout cas importantes, on vous le disait, dans la course au top 4. Et on va commencer avec un derby londonien, Fulham-Tottenham.
Rendez-vous à Craven Cottage samedi à 18h. Fulham-Tottenham. Fulham est 12e pour le moment avec 35 points. Donc normalement 35 points, on peut dire que l'équipe est déjà sauvée. Par contre, Tottenham se rapproche de plus en plus de la 4e place. Les Spurs sont 5e avec 53 points, c'est-à-dire 2 points de moins qu'Aston Villa, mais un match de moins. Et on a vu que Tottenham sortait d'une énorme victoire du côté de l'Aston Villa. Donc est-ce qu'on peut dire qu'ils sont favoris pour le moment dans la course au top 4 ? Je crois que le retour de Son de la Coupe d'Asie, on aurait pu penser qu'il serait très frustré vu ce qui s'est passé, mais il a apporté un air frais nouveau. Kulusevski est de nouveau rayonnant depuis qu'il est là. Je pense que toute l'équipe profite de son travail et de son impact sur le jeu. Il est en train de remonter au classement des buteurs et même des classements des donneurs d'assists. Ça, c'est un plus énorme, je pense, dans cette deuxième partie de saison pour Tottenham. Absolument, moi aussi je pense que cette équipe, en plus avec le retour de Maddison, ça y est, il faut pas oublier que l'étiquette quand même de l'équipe la plus spectaculaire, on vient de voir Luton, mais c'est peut-être Tottenham finalement cette saison, hein. C'est une équipe qui marque tout le temps, elle a quand même été envoyée 3 buts à City, hein, ils sont pas nombreux à l'avoir fait, ils ont marqué 4 buts à Villa, aucune panne offensive cette saison quand même, là aussi ce sont des choses qui sont positives pour cette équipe qui là est dans une super dynamique, et je noterai qu'en déplacement très peu de fois battus, ils sont battus 2 fois seulement cette saison, à Brighton 4-2, c'était en période de fête, c'est toujours un peu particulier, et battu à Wolverhampton en toute fin de match. Et rappelons-nous qu'au début de la saison, c'est eux qui étaient en tête du championnat. Leader, bien entendu. Pendant plusieurs semaines. Le tube de l'été. Ouais. Alors ça, c'est pour le contexte du match. On va commencer évidemment par parler de cette équipe de Fulham, et Christian s'est intéressé notamment au bilan offensif du côté de Craven Cottage. Bien, on avait évoqué dans un PL Club il y a quelques semaines le bilan désastreux offensivement en déplacement. Par contre, ils ont basé beaucoup de choses, et les 35 points qu'ils ont acquis cette saison, ils le doivent surtout à leur modèle offensif à domicile. Et ce modèle, c'est leur marque de fabrique, ce modèle, c'est le jeu dominant placé. On avait vu lorsque Mitrovic était là, on passait beaucoup par les flancs, il y avait beaucoup de centres. Eh bien, à domicile, cette équipe est une des meilleures équipes. C'est la 3e, je crois, c'est la meilleure équipe après les 3 équipes du top, qui sont Liverpool, Man City et Arsenal. Mais c'est la meilleure équipe à domicile sur centre, et on le voit, c'est 14 buts sur jeu dominant placé. C'est vraiment cette marque, avec notamment, et on le verra plus tard, un joueur, Muniz, qui est en super forme pour le moment et qui reprend énormément de ballons au cordeau. Voilà, on l'a vu tout au long de la saison à domicile. C'est ce passage par les flancs, c'est Anthony Robinson d'un côté, et puis alors il y a des dédoublements sur le flanc droit aussi. Vous voyez, ce sont toujours cette envie de construction, cette envie d'être dans les 30 ou les 40 derniers mètres quand c'est possible, et c'est souvent possible à domicile, beaucoup moins en déplacement, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir une équipe de Sran jouer de cette manière. Je voudrais rebondir sur ce que dit Christian. Effectivement, c'est une équipe de succès seulement en déplacement. Donc, tous leurs points, ils les ont fait à domicile. Hein, c'est quand même assez important. Et pourtant, Philippe, vous vous souvenez, on avait fait leur victoire à United où on les pensait presque habitués à s'imposer en déplacement, alors que pas du tout. C'est une équipe qui n'est bien finalement qu'à domicile. Ils ont fait un super match à Liverpool où ils ont mené 2 fois et finalement ils sont battus 4-3. Et en Coupe de la Ligue aussi, d'ailleurs. Un peu. Alors, par contre, je trouve que Fulham, il y a un détail, enfin c'est pas un détail, pour eux c'est embêtant, c'est qu'ils perdent beaucoup de points contre les petites équipes. Ils ont perdu 5 points sur 6 contre Burnley, ils ont perdu des points contre Bournemouth, ils ont perdu contre Luton, je pense. Donc ça, c'est même à domicile. De manière surprenante, contre les équipes les plus faibles, ils ont plus de problèmes à s'imposer. Ils ont battu Arsenal à domicile, oui, ils ont battu Brighton il n'y a pas longtemps, c'est quand même 3-0 face à Brighton. Oui, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas fiables. Quand ils accueillent, on ne sait jamais trop, parce que face à Arsenal, bon, en plus là, c'était un match, on va dire, un peu au sommet aussi, un peu dans la période des fêtes. Mais c'est vrai qu'à domicile, je note victoire, face à Brighton, Luton, Nottingham, Sheffield, Bournemouth. Mais à part Arsenal, qu'ont-ils accroché? Wolverhampton et West Ham? Bon, ça reste quand même... Mais bon, ce sont des points de prix, et c'est 8 victoires à domicile qui vont effectivement leur permettre... Vous disiez, on ne sait pas trop où les situer. Ils ont 14 points de plus que la relégation, donc c'est tranquille, mais 12 points en dessous de l'Europe. Donc finalement, là, ils sont en congé. Un ventre mou, très mou. Bon, en parlant de fiabilité, il y a un joueur qui a quand même crevé l'écran au mois de février, c'est Rodrigo Muniz, ce jeune attaquant brésilien de 22 ans. Oui, il a marqué 5 buts, donc je pense qu'il peut même concourir pour le joueur du mois en Première Ligue. C'est un joueur qui vient de Flamengo, qui a commencé à 18 ans sous les
sous la direction de Jorge Jesus, c'est ça. Ils n'ont pas été champions cette année-là, mais ils ont été champions la saison d'après. Et puis il est venu à Fulham en Championship. Alors il avait marqué 5-6 buts, et puis après il a été prêté à Middlesbrough, il a marqué 2 buts, et puis il revient. Et il y a vraiment une particularité, c'est qu'il appartient vraiment, vraiment à l'ADN de ce club, c'est-à-dire le passage par les flancs est marqué sur centre. Je crois qu'il a marqué 11 ou 12 buts depuis son arrivée. Et il y en a 10 sur centre et 1 sur phase arrêtée sur corner. Donc c'est un joueur qui va apporter énormément dans ce système-là. Et c'est un joueur qui, dans sa progression, je le verrais bien dans une équipe du top 3, top 4, où il y a vraiment cet ADN du jeu dominant placé et le jeu par les centres. Donc on peut dire que Fulham a enfin trouvé le successeur Alexander Mitrovic. Dans ce système-là, oui, il ne marque pas assez de buts de la tête, mais en tout cas au cordeau, quand on a vu souvent, comme on l'a expliqué souvent avec Kevin De Bruyne, ce dédoublement pour venir en zone optimale de centre, en tout cas, il a le timing pour reprendre ces ballons-là sur centre. Voilà pour Fulham. Tottenham, on l'a dit, grosse victoire cruciale le week-end dernier, 0-4 à Aston Villa, qui est le concurrent direct pour le moment pour la 4e place. Voilà, c'est aussi une équipe qui a connu des hauts et des bas. On se souvient aussi de ce match, c'était face à Chelsea, où il y avait eu des blessés, des cartons rouges. Ça a pris un petit peu de temps derrière pour se remettre en place, mais le retour notamment de Maddison leur fait beaucoup de bien. Dans les mois de février et de mars, il y a quand même encore une défaite à domicile face à Wolverhampton. Il y a un match nul contre Everton, donc c'est pas aussi grave que Fulham. Mais il y a un peu de gaspillage aussi sur des équipes un peu plus faibles. Alors le paradoxe, c'est qu'effectivement, encore une fois, contre les grands, ils font très fort. Ils avaient été très bons en début de championnat, mais c'était plutôt contre des petites équipes. Et quand ils ont commencé à jouer contre les gros, là, ça s'est vite détérioré. Mais on a su chaque fois quand même répondre. Et encore une fois, je pense que le retour de Son avec cet état d'esprit et la forme qu'il a actuellement, ça c'est un élément X très très important pour Son et Maddison d'ailleurs, tous 2 buteurs au match aller pour la victoire 2-0 là-bas. On sent que Tottenham est capable de prendre les 6 points cette saison face à Fulham. Alors justement, Christian, avec le retour de joueurs importants, de blessés ou de Son qui était parti à la Coupe d'Asie pendant le mois de janvier, est-ce qu'il va être enfin capable, comme le week-end dernier, de faire des gros résultats maintenant face aux équipes du top 10, mais donc sur leur terrain, en déplacement? La semaine passée, on avait montré le bilan désastreux contre le top 10 en déplacement, c'est-à-dire aucune victoire. Et puis maintenant, on a amélioré l'infographie puisqu'on a ajouté cette magnifique victoire à Aston Villa. C'est peut-être le déclenchement de bonnes performances en déplacement jusqu'à la fin de la saison et d'accéder finalement à cette 4e place. Mais là, voilà, on le voit, c'était resté contre le top 6 sur des partages. Là, ils ont cette belle victoire et notamment avec Son sur assist et sur but, comme on va le voir. Ils ont marqué 14 buts en déplacement contre le top 10, 13 encaissés. Voilà, il y a toujours du spectacle, mais là, 3 points, c'est le plus important. Ils ont profité évidemment des grosses lacunes d'Aston Villa de vouloir sortir le ballon et de nouveau se faire surprendre ou d'avoir un bloc équipe très haut, comme on le verra plus tard dans les explications. Mais en tout cas, tout le monde est en forme. Richarlison est blessé alors qu'il avait marqué pas mal de buts. Là, maintenant, Maddison est de retour. Même Timo Werner marque. Il y a encore Brennan Johnson aussi. Ça vient de partout, on le verra plus tard aussi. Cette équipe offensivement est vraiment au top et a beaucoup d'options. J'ajouterais qu'ils vont rentrer dans une phase où ils vont jouer 4 équipes tout à fait à leur portée, puisqu'ils jouent Fulham, ils jouent West Ham, ils jouent Luton et ils jouent Nottingham. Après, ils enchaînent Newcastle, Manchester City, Arsenal et Liverpool. Ça va être quand même beaucoup plus compliqué. Et ce sera à domicile, face à Manchester City, face à Arsenal et en déplacement à Liverpool. Exactement, et à Newcastle aussi. Mais ça, c'est 4 matchs fin mars, début avril, qui peuvent être déterminants pour leur position dans le top 4, évidemment. Et on le rappelle, ils ont un match de moins, Aston Villa. Et pour le titre aussi. Ils vont influencer clairement. Bon, on peut dire qu'ils ont leur sort entre leurs mains et vous disiez justement qu'il y a une diversité en termes offensifs avec plusieurs joueurs qui sont capables de marquer. On vous a préparé une petite séquence, Christian, parce que voilà, Brennan Johnson a trouvé ses marques. Il y a Richarlison qui a marqué quelques buts mais qui est blessé maintenant. Voilà, le danger peut venir finalement de partout. Oui, et c'est ça qui est bien, parce que dans des saisons qui sont longues, avec de nombreux blessés, avec des suspendus, avec des répétitions de matchs, avec les matchs de la Coupe, avec les matchs européens, bien, il faut pouvoir compter sur les joueurs en forme au bon moment. Et c'est pour ça que je pense que dans le recrutement qu'il faut faire au début de saison, il faut se dire que chaque joueur offensif doit avoir une part à compléter pendant la saison.
Et donc, il ne faut pas que tout le monde soit en forme au même moment. Il faut que les joueurs, en fait, se relaient dans l'efficacité. Et c'est ce qui se passe actuellement, puisque, comme vous l'avez dit, Brennan Johnson a trouvé ses marques. Même Timo Werner, qui est arrivé quand même assez tard, ben, il retrouve ses marques. On va avoir l'apport de Maddison. On a Son qui revient aussi en forme après cette Coupe d'Asie. Voilà, Kulusevski qui donne des assists et qui marque des buts. Voilà, il faut profiter de cette diversité. Cette équipe est en forme. Bon, la fatigue, la Coupe d'Europe, eux, ça les. Et la Coupe d'Angleterre aussi, puisqu'ils ont été éliminés par voilà, donc ils ont vraiment que le championnat. Exactement. Ça, c'est très important. Ils peuvent se concentrer. Et franchement, on le dit, ils ont leur sort. On dit ça chaque année, qu'ils ont que le championnat et ça leur permet pas forcément d'aller briguer un titre. Bon, ils ont quand même été en finale de Ligue des Champions il y a quelques années. On n'oublie pas ça quand même. De temps en temps, ils vont loin. Il y a la blague, mais c'est vrai que Tottenham, déjà par leur effectif, ils devraient être européens chaque année. Et bon, là, il y a eu le départ de Kane, mais ce serait aussi une belle histoire que l'année du départ de Kane, il se qualifie pour la. Ils sont en train de confirmer ce que Christian avait souligné en tout début de saison et qu'on avait accepté d'ailleurs comme analyse, c'est que Kane, il fallait le remplacer par un collectif. Et c'est exactement ça. Donc voilà, ça c'est plutôt bien. Je ne sais pas si le nombre de buts marqués aujourd'hui par Tottenham est l'équivalent du nombre de buts marqués avec Kane la saison dernière. Ce serait intéressant de comparer. Objectivement, mais ils l'ont fait. Objectivement, vous préférez avoir l'animation offensive actuelle qu'un très très bon Kane qui ne va pas chercher toujours de titres. Jamais d'ailleurs. Même en Allemagne. Pour lui. Voilà donc pour ce derby londonien samedi à 18h30. On passe au dimanche. Il n'y aura qu'une seule rencontre, mais elle sera évidemment en direct sur vous Sport World. C'est West Ham, Aston Villa. Nous restons donc à Londres pour cette deuxième rencontre qu'on va analyser. West Ham actuellement 7e face à Aston Villa, actuellement 4e. C'est 43 points pour West Ham, 55 points pour Aston Villa. On rappelle aussi que ce sont deux équipes que vous pouvez suivre ce jeudi soir en Coupe d'Europe puisque West Ham accueille Fribourg et que Aston Villa accueille l'Ajax. Alors cette équipe de West Ham, saison après saison, confirme quand même son statut d'équipe européenne en Angleterre. Vainqueur, on le rappelle, de la Conference League la saison dernière, encore capable d'être 7e, de toujours aller loin en Europa League cette fois-ci, ça devient quand même une équipe qui confirme, on va dire, ses possibilités saison après saison. Et paradoxalement, David Moyes est chaque année critiqué au même moment sur un siège éjectable, donc c'est vraiment très particulier. Et a priori, il devrait peut-être, espérons-le pour eux, se qualifier peut-être encore aujourd'hui pour la suite. Ils ont perdu le match aller 1-0 à Fribourg. Donc tout à fait faisable pour eux, même s'ils restent sur une contre-performance face à Burnley. Mais c'est ça la difficulté aussi de gérer cette double compétition depuis 2 ans en tout cas, où ils doivent jouer tous les jeudis depuis 2 ans. Et n'oublions pas qu'ils ont quand même commencé l'année avec 8 matchs sans victoire. De début janvier à mi-février, ils ne gagnent plus rien, toutes compétitions confondues. Donc forcément, quand ça se passe, alors que West Ham était en train d'accrocher le wagon européen, il y a des critiques sur Moyes. On a parlé de son éviction à ce moment-là. Ils ont un peu retourné la situation depuis. Maintenant, une élimination en Coupe d'Europe face à Fribourg, en jouant à domicile, mais mené 1-0, ce ne sera pas simple. C'est sûr que. On va demander à Christian, est-ce que le 2-2 face à Burnley le week-end dernier peut être considéré comme une contre-performance ? Si on regarde avant le match, oui, mais en étant mené 0-2 à la mi-temps et revenir et pousser vraiment, parce qu'ils auraient pu marquer quand même encore plusieurs buts, ça va, c'est bien de récupérer un point quand même malgré la contre-performance. Voilà, il y a quand même une bonne réaction. On a vu depuis le début de la saison, Philippe le disait, il y avait 8 matchs, toutes compétitions confondues, sans victoire. Là, ils enchaînent 3 matchs sans défaite. Donc, c'est un peu à l'image de ce club, c'est-à-dire que voilà, Moyes, des fois, il est sur un siège éjectable, des fois, il est vénéré parce qu'il gagne la Coupe d'Europe. Et puis, une fois, ils ont des blocs de 5-6 matchs où il n'existe pas. Et puis, ils ont 2 joueurs ou 3 joueurs qui fonctionnent. Et puis, aujourd'hui, ils ont Ings, Antonio et Cornet qui ont marqué 4 buts à eux 3. Par contre, ils ont 14 buts de la part de Bowen. Enfin, c'est très bizarre. C'est une équipe qui nous montre un visage aussi dans le jeu dominant placé. Et puis après, la saison d'après, c'est des reconversions rapides et on abandonne le jeu dominant placé. Puis on repasse par les centres. En fait, moi, je ne sais vraiment pas. Je doute tout le temps avec West Ham, c'est qu'il y a un potentiel joueur individuel incroyable, mais je ne sais pas s'ils savent exactement ce qu'ils font. En fait, je pense que c'est
je crois que les consignes, ça doit être, allez, on y va aujourd'hui, on se bat et on fait le maximum, quoi, je pense. Je rejoins tout à fait l'analyse de Christian, parce que même quand on regarde les chiffres, 12 victoires cette saison, il y en a 6 à domicile, 6 en déplacement, donc ils sont forts. Toutes les équipes n'ont pas un aussi bon bilan, mais à domicile, ça devrait être plus. En déplacement, c'est excellent, mais en effet, quand la rencontre se démarre, on ne sait jamais trop, là aussi, sur quel pied danser du côté une équipe de déconcertante, mais on va dire que, voilà, sauf pour Christian, ça a quand même du charme. Et Bowen dépendante. En fait, ça dépend fort de la forme du jour de Bowen. Si Bowen marque des buts... Il y a Bowen, il y a Paqueta aussi. Non, bien sûr, il n'est pas tout seul, mais Bowen est quand même un des facteurs clés de la réussite de West Ham cette saison. Justement. Paqueta, génial, mais qui manque de stats. Et par contre, je voulais juste revenir, parce que quand on fait la photographie du classement général, c'est 12 victoires, mais 9 défaites quand même. Donc là aussi, vous disiez, c'est quand même pas mal, ils sont toujours là à leur 7e place, avec 9 défaites. Ça en dit long sur aussi le championnat et le nombre d'équipes qui perdent des points. Il y a une inconsistance incroyable parmi beaucoup d'équipes, même en première partie de tableau cette saison, excepté le top 5. Christian, s'il y a bien un joueur qui a des stats à West Ham, c'est Jarrod Bowen. Oui, depuis plusieurs saisons, il est là, il est un joueur incontournable. C'est un joueur qui devrait qui devrait passer une étape et qui devrait être dans un grand club. C'est un peu dans le style de Grealish, comme ça, il faudrait en fait qu'il soit dans une équipe où il peut participer à un aspect offensif beaucoup plus complet. Là, en fait, c'est vrai, comme dit Philippe, s'il fonctionne bien, West Ham fonctionne bien. Et donc, voilà, il faut le préserver, il faut profiter de sa forme actuelle. 14 buts, c'est quand même pas mal. Je crois qu'il est 5e ou 6e au classement des buteurs. On avait Antonio à un certain moment, il y a 2 saisons, qui lui aussi naviguait en haut du classement. Il est un peu moins là, et puis lui il remplace. Et puis il y a Paqueta, et puis il y a aussi Kudus qui donne énormément d'assists et qui participe très bien au jeu offensif et aux reconversions rapides. Voilà, le ballon qu'il lui donne ici, c'est quand même une provocation. Il est quand même dans la zone optimale, il dépose quand même le ballon sur sa tête. Et puis lui, il est là pour conclure. Donc il faut profiter des formes actuelles des joueurs et engranger le plus de points possible. J'ajouterais un joueur qui est déterminant aussi à mon avis, dans le sens où il évite certains matchs nuls et certaines défaites, c'est Areola qui fait une très très grosse saison et qui est redevenu un gardien extrêmement important en Première Ligue, je trouve. Repris par Didier Deschamps aujourd'hui. Donc on est bien d'accord, en termes de talent individuel, cette équipe de West Ham a beaucoup de qualité. Et un calendrier aussi, vous parlez des calendriers compliqués, parce que là, donc, il y aura Villa ce week-end, ils vont à Newcastle, accueillent Tottenham et iront à Wolverhampton. Là aussi, s'ils parviennent encore à se qualifier pour la suite en Coupe d'Europe, ça va encore faire des calendriers particulièrement lourds et donc encore une période, à mon avis, Bon, en tout cas, là, ils ont la chance de jouer 3 matchs à domicile successifs. Dimanche dernier face à Burnley, ce jeudi soir face à Fribourg et donc dimanche face à Aston Villa. Une équipe d'Aston Villa qui est encore une des surprises de la saison parce que les Villans sont toujours à la 4e place, mais on sent quand même que ça ne tient qu'à un fil pour le moment. Il y a eu ce symbole, le week-end où ils ont pu prendre la tête seuls du championnat, ils jouaient Nottingham à domicile. Sheffield, pire encore, à domicile. Je ne reviens toujours pas de ce match. Pour la première fois depuis des mois. Ils étaient invaincus depuis des mois à domicile, ils avaient gagné tous leurs matchs. À gagner ce match. Ouais. Et ça a montré quelque chose, c'est qu'ils n'ont pas ce profil de tueur encore qui peut faire de cette équipe une équipe championne. Il a fait du bon travail, Unai Emery, on est d'accord, il les a pris de très très loin pour les amener très très haut. Mais la marche est encore dure à franchir et donc ce 0-4 face à Tottenham, c'est un peu la victime de circonstances aussi, certainement. La carte rouge de McGinn. Donc ça n'a pas, les 2 derniers buts tombent dans la fin de la rencontre, ça aurait pu tourner autrement aussi. Mais voilà, ce sont des signes qui montrent que peut-être le top 4 pour eux c'est possible, mais c'est pas certain quand même. Il y a quand même un chiffre moi, qui me rend fou, c'est le 17 victoires. 17 victoires, c'est 2 de moins que City et Liverpool et 3 de moins qu'Arsenal. Enfin, c'est hallucinant pour une équipe. On n'aurait jamais imaginé que à ce moment-ci de la saison, une équipe comme Villa obtienne ce résultat-là. Christian, je me souviens que lorsque Unai Emery est arrivé, c'était en novembre 2022. Maintenant, déjà, vous avez dit, voilà, c'est un entraîneur qui va mettre les bases, qui va construire depuis la ligne défensive. Ça a bien fonctionné, mais on sent quand même que maintenant, c'est plutôt de ce côté-là que ça pose problème. Oui, ça pose problème pour une chose. C'est exactement ce que Philippe a dit. Le point d'inflexion, c'est ce match contre Sheffield et l'interview d'après-match où on lui pose la question, on lui dit « Mais qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé aujourd'hui ?» Et Emery a répondu avec un sourire en coin « Amazing. 47 points, amazing, amazing. » Et donc, on sentait là qu'on l'avait un peu titillé. Et alors, n'oubliez pas maintenant que dans le principe ici, donc depuis le début de la saison, ils ont fait venir Monchi, qui est le fameux directeur sportif qui a gagné beaucoup de titres avec Séville.
Et il y a un rôle de victimisation aussi qui est mis en place par les entraîneurs. Et donc, c'est aussi une idée de dire, ben voilà, regardez ce qui se passe, ça se passe un peu moins bien. Si vous voulez jouer un peu plus haut, maintenant, il va falloir acheter d'autres joueurs avec d'autres compétences et il va falloir dépenser. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on a vu dans les résultats, c'est que contre les petites équipes, ça passe. Mais dès qu'il y a une bonne équipe maintenant, ils en ont pris 3 contre Newcastle, ils en ont pris 3 contre Manchester United et ils en prennent 4 contre Tottenham. Et avec, justement, comme on va le voir dans l'infographie, un gros problème, c'est que cette équipe a encaissé 41 buts, ce qui est énorme pour une équipe avec un entraîneur espagnol comme ça, qui met les choses en place, comme on l'a vu l'année passée, et je l'ai vraiment mis en exergue, et j'étais vraiment un fan du travail qu'il avait fait. Mais 14 buts au retour des vestiaires, ça veut dire que le message ne passe pas. Alors, est-ce que dans le modèle de Emery, est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'il touche un plafond chaque fois qu'il arrive à une étape, comme il l'a fait avec la Villarreal, comme il l'a fait avec le Paris Saint-Germain? Mais en tout cas, une équipe qui commence à jouer avec un bloc défensif à hauteur de la ligne médiane, qui prend des buts dans le dos, comme on l'a vu ce week-end avec Tottenham, il y a quelque chose qui est mis en place pour un peu, je dirais un peu, saboter tout ce beau travail qui a été fait depuis le début de la saison. 14 buts, c'est la plus mauvaise performance en Première Ligue. 10 buts encaissés sur corner, c'est la plus mauvaise performance en Première Ligue. Il y a des lacunes qui sont trop importantes pour une équipe de ce rang. Alors là, on a vu les 2 buts notamment encaissés donc dans le premier quart d'heure après la pause. C'était 2 buts face à Nottingham Forest. On va revenir maintenant sur 2 buts qu'on a déjà vus dans l'émission, mais on va analyser maintenant l'aspect défensif et la manière dont Aston Villa a défendu. Et on a fait un arrêt sur image. Regardez où se trouve la défense et qui laisse 50 mètres dans son eau comme ça, alors que c'est 0-0 et qu'on vient à peine de commencer la seconde période. Ils le font à chaque match, Serge, maintenant. Il y a eu en fait ce déclenchement avec Postecoglou dans ce fameux match contre Chelsea quand il y a eu les cartons rouges. Et il y a 2 ou 3 équipes maintenant qui commencent à faire la même chose, c'est-à-dire avec une construction, avec un bloc équipe où, regardez, les 4 défenseurs centraux, à part le dernier homme, mais ils sont tous sur la même ligne. Donc, dès qu'il y a une récupération de balle, ils sont punis. On l'a vu il y a encore un but contre Tottenham qu'on va probablement voir. Donc on ne voit pas maintenant, mais on l'avait vu plus tôt avec Son, où il y a une balle en profondeur. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe dans le football moderne aujourd'hui, mais aujourd'hui, il y a des équipes qui décident de jouer à 2 mètres du rond, enfin de la ligne médiane, le bloc défensif, et donc ils sont sujets à des reconversions rapides et beaucoup d'espace. C'est très, très bizarre. On sait que le football est fait de tendance. Là, pour le moment, la tendance va plutôt de ce côté-là. On a eu le tiki-taka à un moment. On a eu le marquage individuel de la Grèce en 2004. C'est ce qui fait le football, finalement. Il y a un autre signe aussi. Dans les 12 matchs qu'ils ont joués en 2024, il y en a 4 où ils ne marquent pas. Ils ont fait 3-0-0 d'ailleurs. Ça, ce n'était pas non plus Aston Villa avant. Ils marquaient quasiment tout le temps. Et donc, il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de la déstabilisation sur la défense. Peut-être que ce milieu d'entrejeu qui a perdu Camara, qui était probablement un des meilleurs C'est peut-être ça. Est-ce que l'effectif est construit pour jouer le top 4 et pour jouer en plus une compétition européenne le jeudi soir, ce qui est différent aussi de la Ligue des Champions. Avec Tielemans qui monte, mais qui ne joue pas vraiment à sa position idéale et qui n'est pas dans cette position capable d'apporter ce qu'il peut apporter dans un match. Il n'y a pas de solution, le fameux plan B dont Christian parle souvent, mais on a l'impression qu'Aston Villa, ils sont un peu bloqués là. Il n'y a pas vraiment de plan B, et je pense que l'explication de dire, il nous faut d'autres joueurs, c'est pas tout à fait faux non plus, parce que c'est peut-être trop tôt d'aller en Ligue des Champions. Rappelons déjà que la masse salariale du vestiaire a déjà augmenté fameusement par rapport à la saison dernière. Ça aussi, c'est une des tendances du football. Pour rebondir sur ce que Christian dit, le amazing de la part d'Unai Emery, j'étais au commentaire du match, il n'y a rien d'amazing. Villa, vous pouvez revoir le match. Non, c'était les 47 points pris depuis qu'il est arrivé. Ok, mais ce qui est certain, c'est que ce match-là, ils ne voulaient pas le gagner. Ils l'ont joué, ils n'ont pas voulu. Ils jouaient à domicile avec toute la fête qui l'entourait. Ils n'ont pas voulu le jouer, ils n'ont pas voulu le gagner. Je crois qu'il y a 2 tirs cadrés de mémoire, et il faut voir les passes que Watkins fait au gardien adverse. Il faut rappeler aussi qu'Aston Villa, jusqu'à la saison dernière, joue le maintien depuis qu'ils sont remontés en Première Ligue. Psychologiquement, ils ne sont peut-être pas encore prêts aussi à jouer le top 4. Mais donc, ce que dit Philippe, l'absence de Camara, c'est une vraie absence. C'était un des meilleurs milieux de terrain de cette saison en Première Ligue. À un moment, ça va se payer. La combinaison des 3, Douglas Luiz, McGinn et Camara ensemble, c'était impressionnant. Bien sûr. Donc ça, c'est un gros élément de C'était pas eux qu'on attendait finalement. Non, en tout cas, si Aston Villa est aussi friable défensivement, il risque d'avoir des problèmes du côté de West Ham. Et on va donner le mot de la fin à Christian là-dessus. Oui, moi je suis en fait... c'est bizarre en fait parce que
quand on voit la structure qu'il y a eu l'année passée et la manière dont il a mis en place l'équipe et que cette équipe a progressé aussi dans le jeu offensif et qu'aujourd'hui, eh bien, on se rend compte en fait qu'à la place d'avoir quelque chose de plus consistant et qui est permanent, maintenant on commence à voir seulement le passage par le flanc droit avec les centres du côté de Bailey ou de Diaby. Et puis, on voit des choses défensivement. Moi, je suis quand même choqué. Franchement, je suis choqué de voir ce qu'on voit avec ce bloc défensif. Honnêtement, j'aimerais bien avoir la raison de ça parce que s'il n'y a pas une vraie raison footballistique, alors c'est quelque chose qui est fait automatiquement et expressément pour pouvoir, je ne sais pas, négocier quelque chose plus tard. Mais en tout cas, ce n'est pas chouette à voir. Quelque chose de positif pour nous, fans de Diable Rouge. Moi, je trouve la relation Tielemans-Watkins a vraiment quelque chose d'intéressant. Peut-être aussi Tedesco peut se nourrir de ça parce qu'on voit qu'un Tielemans qui joue, alors pas vraiment en 10, mais enfin qui a quand même ce relais qui est dans le dos de l'attaquant. Il a cette capacité de chercher des passes de finition pour Watkins, qui est un super attaquant pour le coup. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant à voir. Et ce sera des sujets intéressants dans cette rencontre de dimanche. Je vous propose de découvrir. Celle face à l'Ajax aussi. Et déjà ce soir, voilà. Pour ceux qui voient l'émission avant le match de ce soir, c'est un des grands rendez-vous ce jeudi soir. Aston Villa-Ajax au match aller, c'était 0-0. Donc tout va se jouer dans le match retour. Les rendez-vous pour ce week-end avec Burnley-Brentford. Il y a 2 matchs à 15h55, Luton-Nottingham Forest. Là, on va évidemment parler de maintien. C'est un match entre 2 concurrents directs. Fulham-Tottenham, le derby londonien. Et puis dimanche, West Ham-Aston Villa. Voilà pour les 4 rencontres de ce week-end. On rappelle qu'il y a aussi des matchs de Cup. Les quarts de finale de la Cup samedi et dimanche. Voilà pour le programme. Mais nous avons une surprise puisque nous avons une interview exclusive de Eden Hazard. Je vous vois sourire, ça vous fait plaisir. Ah, j'adore. Hein. Oui. Vous avez déjà, on va se régaler à l'entendre là, tout au long du mois parce qu'il va revenir sur plusieurs moments de sa carrière. Donc, en 4 épisodes, voilà, ça va être un régal. Diffusé à partir de vendredi soir, mais je vous propose de découvrir le teaser de cette interview exclusive d'Eden Hazard. Comment ça va, Eden? La forme? La pleine forme. Ça va bien? Très heureuse de te revoir. Ah, ça fait longtemps, hein? Merci de nous accueillir à Madrid. Ah, avec grand plaisir. C'est chez toi. Ouais, on n'est pas loin de la maison, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est sympa. Ça faisait quelques mois et on avait envie de discuter avec toi. T'es prêt à discuter? Discutons seulement. On va revivre en 4 temps la vie passée, la vie d'aujourd'hui. Ok, let's go. Je suis prêt pour ça. Des bons quarts d'heure, hein? Vas-y, que pas des de bons temps quarts d'heure. mort, hein? Non, pas de temps mort. Christine Schreder retrace la carrière palpitante du joueur belge le plus talentueux de sa génération. Eden Hazard, le 10 de cœur, premier épisode ce vendredi à 19h45 sur Vous Sport World 1. Voilà, 4 épisodes, donc 4 vendredis à 19h45. Le rendez-vous est pris. Bien sûr. C'est noté? Ok. Alors n'oubliez pas non plus Discord, où vous retrouverez tous les week-ends Christian pour parler d'une rencontre. On va peut-être demander à Christian quelle est la rencontre que vous allez suivre ce week-end avec nos abonnés. La rencontre de dimanche, hein, Serge, puisque c'est la seule qu'il y a, et je vais retrouver les abonnés. J'espère qu'on va discuter du cas d'Aston Villa. Exactement, comme on en a parlé maintenant, vous avez déjà des infos et des indices sur la manière dont ce match pourra se dérouler. N'oubliez pas aussi de nous suivre sur les différents médias sociaux, que voilà. Et ça nous permet d'avoir fait le tour pour ce PL Club. Merci Julien. Avec plaisir. Merci Philippe. Et on se retrouve dans 15 jours, hein. Il n'y a pas de PL Club la semaine prochaine. Exactement, il n'y aura pas de PL Club parce qu'il y aura des rencontres internationales. Donc il y aura une petite pause, on en profitera pour bien préparer le sprint final parce qu'il restera 10 journées derrière et ça va être vraiment intense. Merci également à Christian, n'oubliez pas de le retrouver dimanche sur Discord. Oui, je serai là, merci, on se retrouve dans 15 jours. Dans 15 jours, on vous souhaite un excellent week-end de Premier League et de Cup aussi évidemment. Vive le football anglais, à très bientôt, bye bye. Journée raccourcie en Premier League ce week-end. Samedi dès 15h55, faites le choix entre Burnley Brentford sur Vous Sport World 1 ou Luton Town Nottingham Forest sur Vous Sport World 2. Et à partir de 18h25, suivez le derby londonien entre Fulham et Tottenham. Enfin dimanche à 14h55, profitez du duel entre West Ham et Aston Villa. Sans oublier l'Europe des 11 lundi dès 18h. Bon week-end de Premier League sur Vous Sport World.